BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. On parle de vos placements et on évoque les nouveaux produits que la loi de finances rectificative, que la loi de finances 2013, 2014, bref, ce que tous ces textes ont mis en place, que ce soit sur l'assurance vie, que ce soit sur les plans d'épargne en action. Benoît Lambard est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Associé, gérant chez Vitam. On va peut-être commencer d'abord par l'assurance vie avec 2 nouveaux contrats, c'est ça? Oui, je voudrais rappeler le contexte. Un contexte, c'est qu'il y a 11 mois, le 3 avril 2013, le rapport Berger-Lefebvre avait été remis au ministre et l'objectif était de drainer des capitaux vers les PME et les ETI. L'objectif était de 100 milliards. L'épargne n'allait pas assez irriguer... Pas assez irriguer les fonds propres des entreprises. Donc 100 milliards, objectif sur 4 ans, donc 25 milliards par an. Donc dans ce contexte, le gouvernement a fait publier dans la loi de finances rectificative de 2013 et dans la loi de finances pour 2014 des textes qui créent 3 nouveaux véhicules d'investissement. Alors, il y a l'assurance vie d'abord, je le disais. L'assurance vie, avec donc... un contrat et demi, j'ai envie de dire, non? Un contrat et demi, si vous voulez, oui. Donc l'objectif, il est... Alors, vous savez, un pour monsieur tout le monde et un qui est vachement... Voilà, en assurance vie, il y a des fonds en euros et des unités de compte. On a créé un nouveau produit qui est le contrat Euro-Croissance, qui vise à garantir le capital au terme de 8 ans, donc y compris si on investit dans des unités de compte, dans des conditions qui restent à définir. Donc ça, c'est le premier nouveau type de contrat. Le deuxième type de contrat, c'est le contrat Vie Génération, qui est appelé comme ça. Et le contrat Vie Génération vise à limiter l'impact des prélèvements de taxes au-delà de 152 500 € par bénéficiaire, si tant est qu'on est investi, là encore, dans des zones à risque. En clair, ce deuxième contrat, il est plutôt destiné aux grandes fortunes. C'est ce que visait le rapport Berger-Lefebvre. Il visait à taxer les contrats au-delà de 500 000 € par bénéficiaire. Eh bien, en l'occurrence, là, il y aura un avantage pour ceux qui investiront dans des titres de société ou dans l'économie solidaire, à la condition que les textes soient connus. Donc, autrement, je rappelle juste une chose dans la loi de finances qui est quand même importante, c'est qu'il y a une taxe supérieure pour les contrats qui ont plus de 700 000 € par bénéficiaire. Et si on fait un petit comparatif, un face-à-face entre ces nouveaux produits et ce qui existait jusqu'à présent, il y a du bon, il y a du moins bon? Il y a du bon et du moins bon. Les contrats les plus exposés les plus importants sont ceux qui sont le plus exposés sur les marchés financiers. Donc, les contrats importants étaient déjà investis sur des unités de compte qui présentaient des risques. Maintenant, il faut attendre les modalités techniques. Or, on ne les connaît pas. Et le gouvernement est habilité à légiférer par voie d'ordonnance avant le 30 juin prochain pour connaître les modalités précises d'investissement dans ces fameux contrats Euro-Croissance et Vie Génération. On les attend. Je rappelle quand même que le risque sera supérieur et qu'il s'agit d'avertir les épargnants que, au-delà des fonds en euros, dont l'effet cliquet garantit le capital et garantit la progression d'épargne, ça ne sera pas le cas pour notamment les contrats Euro-Croissance. Il y avait eu des contrats similaires, les NSK, les DSK, qui... Alors, les NSK, pas vraiment distingués. Vous avez raison d'employer on peut imaginer qu'ils subissent les mêmes affres, finalement. Vous avez raison d'employer l'imparfait, parce que les contrats NSK, DSK n'existent plus depuis ces nouveaux contrats. Je rappellerai également que les contrats DSK représentent à peu près 12 milliards de stocks en assurance vie, tandis que l'encours global est de 1800 milliards. Donc, on ne peut pas dire que ça soit un échec, mais en tout cas, ce n'est pas une réussite. Alors, ça, c'était pour l'assurance vie. Autre nouveauté, ce PEA-PME, dont on a énormément parlé. Tous les gérants de la place ou presque se sont succédés pour nous dire « Allez, on est prêt, on a un produit estampillé ». On a parlé même avec François Monnier vendredi de cet indice développé par Internext qui va s'appeler le CAC PEA-PME, et qui comptera 40 valeurs. Et pourtant, il y a encore beaucoup de doutes. Alors d'abord, beaucoup de choses. Rappel de barème. D'abord, j'aurais rappelé 2 volets. Le nouveau PEA est le deuxième. Le premier, c'est que le PEA classique, on porte le montant des plafonds, le plafond maximum des dépôts de 132 000 à 150 000 €. Ça, c'est le volet positif. Le volet négatif, c'est que il est plus possible d'inscrire, je parle pour les actions non cotées, des BSA à l'intérieur de ce PEA. Donc c'est un aspect peut-être technique, mais qui intéressait beaucoup de dirigeants d'entreprises qui voulaient associer des amis, des business angels dans leur entité. Alors, le PEA-PME, qu'est-ce qui sera? On va juste rappeler, techniquement, les BSA... Ce sont des bons de souscription d'actions qui donnent qui donnent accès à un capital au terme. En clair, c'était des actions préférentielles. C'est des actions de préférence, si vous voulez. Données à des patrons ou des accompagnateurs d'entreprise au tout début d'une... Voilà, des actions de préférence qui prennent plutôt la qualité d'obligation.
Voilà donc pour Alors ça c'est l'aspect désagréable. On peut plus les mettre à l'intérieur. Et idem, toutes les actions non cotées qui seraient vendues avant le terme de 5 ans et qui auraient doublé de valeur seraient taxables au titre de la plus-value. Donc il y a quand même 2 aspects restrictifs. L'aspect positif, c'est ce PEA-PME. PEA-PME est une nouvelle enveloppe au sein de laquelle on pourrait verser 75 000 € investis au moins à hauteur de 50% dans des actions de PME ou de ETI et 25% dans des obligations. Alors là, si le PEA classique est désagréable pour inscrire des titres pas exotiques mais différents, le PEA-PME lui permet de mettre 25% d'obligations. Donc c'est quand même un élément important. Soit en direct, soit par l'intermédiaire de fonds. La difficulté, c'est qu'on n'a pas les décrets d'application d'une part, et l'autre difficulté, c'est quels titres seront éligibles, notamment les ETI. Et là, on attend un décret qui va modifier, alors je parle techniquement, c'est l'article 221-32-2 du Code monétaire et financier que l'on attend. Donc nous sommes à la fois pour les contrats vie-croissance, à la fois pour les contrats, vie-génération, à la fois pour les contrats euro-croissance et à la fois pour les PEA-PME dans l'attente des textes. Donc ça a été voté. Tous les acteurs de place, tout le monde est prêt. Dans les starting blocks, tout le monde est prêt. Et le gouvernement n'a pas encore publié les décrets d'application. Tout le monde est prêt, on attend les décrets d'application, on attend les ordonnances. Malgré tout, c'est une évolution favorable de l'épargne, de voir comme ça le gouvernement flécher un petit peu vers la vie des entreprises. Oui, ça va dans le bon sens. Et c'est pour ça que les acteurs économiques de la place attendent ces fameux décrets, ainsi que vous le rappeliez. Dès l'instant où on aura ces décrets, tout le monde est prêt et est dans le starting block. Je rappellerai également que le CAC 40 en 5 ans a fait 70%. Je parle des chiffres arrêtés à la semaine dernière. Dans le même temps, les mid-cap, et oui parce qu'aujourd'hui ça baisse, donc les mid-cap et les small-cap, l'indice a fait 170%. Donc on voit qu'il y a un intérêt. Mais attention, est-ce que la progression de valorisation de ces sociétés continuera de subir, j'allais dire, ou de avoir cette bonne évolution ? Il ne faut pas avoir peur du risque, mais il faut garder la tête froide. Là encore, une bonne analyse patrimoniale, on regarde quelles sont la durée de placement, l'horizon d'investissement, l'appétence au risque. Une fois qu'on a défini ces éléments-là, on regarde dans quelle mesure on ira vers ces nouveaux produits. Juste une chose pour le PEA-PME, bien évidemment, privilégions l'ancienne enveloppe parce que le nouveau PEA-PME sera une nouvelle enveloppe et partant, on partira de zéro pour l'antériorité fiscale. Ouais. Privilégions les vieux PEA. Je rappelle qu'il y en a 5 millions en France de PEA et que 60 000 sont au taquet, si je puis dire, des 132 000 €. Pour ces contribuables, privilégions le versement complémentaire pour arriver aux 150 000. Merci beaucoup Benoît Lombard pour Vitam. Très bonne journée, à bientôt.